garder nos bonnes habitudes et pour ne pas finir en retard, on va essayer de commencer à l'heure. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette conférence proposée par le service des formations permanentes du diocèse dans le cycle Art, Culture et Théologie qui explore toutes les formes d'art possibles et pour faire le lien avec notre foi. Alors après les vitraux de Bourges, n'est-ce pas Geneviève, après la musique, pour ceux qui étaient à Saint-Paul à la conférence-concert sur Jean-Sébastien Bach, qu'est-ce qu'on a eu après la peinture moderne l'an dernier avec le père Yves-Marie Lequin. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Jean-Pierre Augier, enfin je devrais dire Jean-Pierre et Monica Augier, parce que je crois que c'est une œuvre de couple que vous faites. Vous présenter, ça va être très simple parce que tout le monde vous connaît, donc je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Simplement dire que c'est une forme d'art qui nous enchante, qui nous inspire, et la meilleure des choses à faire, c'est de vous laisser la parole. Alors simplement, un petit rappel technique, un peu de technique. Vous trouverez à la sortie des DVD et des livres sur l'œuvre de Jean-Pierre Augier que je vous recommande parce qu'ils sont vraiment super. Voilà. Et encore un point, comme je suis sûr que ça va vous intéresser beaucoup et que vous aurez envie de le réécouter, de le revoir, dans quelques jours, visitez le site des formations permanentes, vous retrouverez la conférence en direct. Merci. Merci. Permettez-moi de remercier tout d'abord les organisateurs de cette rencontre. Sœur Emmanuelle Jacquard, le père Thierry Dassé, Pierre Glaise, Jean-Pierre Roca et Paul Sadier, qui nous reçoivent ici. Ils annoncent depuis longtemps ce rendez-vous. Je vous remercie d'être venus nombreux, beaucoup plus nombreux que je ne pensais. Jugez de mon étonnement de me voir promu au titre de conférencier, là où tant d'orateurs éloquents, érudits, se sont exprimés. Si vous me faites la grâce de trouver en moi quelque éloquence, ce ne sera peut-être pas dans mes mots, mais dans la découverte ou les retrouvailles de mes créations sorties de mon cœur et de mes mains. Vous voulez sans doute connaître l'origine de mon inspiration, cerner la tournure d'esprit qui me caractérise, comprendre comment l'autodidacte que je suis propose des moments de bonheur, des visions poétiques, en assemblant deux vieilles ferrailles. Je vais tenter d'y répondre en vous faisant parcourir les étapes de ma vie qui ont favorisé cette quête constante de la beauté qui est ma raison de vivre. Je suis né le 17 mai 41, de parents très aimants, très unis. Et ils sont paysans de Saint-Antoine, dans ce secteur entre Saint-Blaise et le Vins, que vous êtes nombreux à connaître. Paysans opiniâtres, courageux, mais qui avaient cette envie de bien faire. De tout ce qu'ils ont cultivé, il fallait que ce soit très beau, que ça pousse très bien. Voilà, ils aimaient la beauté. Et ils cultivaient beaucoup de choses à partir du moment où l'eau de la Vésubie est arrivée, en 49, dans ce coin où il n'y avait que des oliviers, mais où on ne pouvait pas cultiver des légumes, des fleurs, ce qui a été leur rêve, si vous voulez. Et ils en ont fait une espèce de paradis. Voilà, je suis né là, au milieu, dans un cadre extraordinaire. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, car ils ont compris tout de suite ce besoin, cet instinct que j'avais de créateur. Parce que, quand mon père arrachait les pommes de terre,
eh bien j'allais voir celles qui étaient les plus tordues, les plus curieuses, les plus étranges. Et puis je rajoutais des oreilles, des pattes. Ça devenait des animaux étranges. J'étais tout petit. Ensuite, j'ai tamisé la terre du jardin. Et puis j'ai modelé. J'ai créé ma propre crèche. Je l'ai installée d'année en année. Je peaufinais un petit peu la chose. J'ai installé tout un mécanisme ensuite. Il y avait l'eau qui faisait tourner la roue du moulin, ainsi de suite. J'ai installé ça dans la salle des repas de mes parents. Et puis cette eau qui avait fait tourner la roue du moulin, elle passait sous la table et elle faisait tourner une autre roue qui animait par des espèces de bielles et de pistons des personnages. Alors il y avait ma marraine qui était lavandière à Colmar. Alors, elle était là au bord du ruisseau avec son battoir. Il y avait un petit âne qui bougeait la tête sur le pont du moulin. Et puis il y avait deux hommes en train de scier avec le passe-partout. Voilà, vous comprenez, la mécanique créatrice se mettait en marche, tout petit, comme ça. En 1947, je crois, il y a eu le mariage de la reine Elisabeth du duc de Windsor. J'ai été impressionné, j'ai vu des images dans le journal, pas la télévision, mais le carrosse de la reine m'avait impressionné. Alors j'ai confectionné le carrosse de la reine. C'était gros comme une boîte d'allumettes, un peu plus, voilà. Avec de la tôle, avec du carton, avec du papier, des petits rideaux et tout ça. Mais il fallait qu'il avance, ce carrosse. Alors j'ai ramassé un escargot dans le jardin, j'ai mouillé la toile cirée, j'ai mis des feuilles de salade au bout, et puis le carrosse avançait, comme ça. J'avais fait un petit harnais qui tenait sur la coquille de l'escargot, et voilà le carrosse qui avançait, ça a amusé tout le monde. Je commençais à faire mon cinéma. Voilà. Tout près de notre maison familiale, le père Lemaire, le père Augustin Lemaire, ce dominicain extraordinaire qui a créé le musée du Viologie à Nice, Saint-Barthélemy. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce musée. Si vous ne le connaissez pas encore, précipitez-vous. Il a restauré ce mât provençal, il a participé aux travaux de construction et tout ça, et il a rassemblé, il a meublé 13 pièces avec des œuvres d'art extraordinaires, des meubles, des œuvres, des sculptures, des peintures qui vont du XIIIe siècle au XVIe siècle, des splendeurs. Ce père dominicain, frère prêcheur, est parti non seulement en France prêcher, mais en Europe aussi. Et après ses prédications, il allait chez les antiquaires et il trouvait des choses extraordinaires. Il avait conservé de sa famille une certaine fortune. Il n'avait pas fait don de pauvreté, mais simplement cette recherche de la beauté a animé aussi sa vie. Et ce musée extraordinaire, il l'a donné à la ville de Nice, comme vous savez. Ce père Lemaire avait restauré une maison voisine de celle de mes parents et où il venait un petit peu l'été, là. Par conséquent, j'ai connu ce grand homme blanc avec sa grande barbe, beaucoup d'esprit, un homme très, très joyeux. Et je venais servir la messe dans sa maison claire, blanche, à peine meublée. Et petit enfant de cœur, j'étais là près de lui et j'apprenais beaucoup de choses. In remissionem de peccatorum. C'est une grande diction, si vous voulez. Il prononçait le latin même avec un très haut français. Alors ça tombait sur moi, si vous voulez, comme une espèce de source mystérieuse un peu. Mais moi, je connaissais les réponses et je répondais en latin, puisque à mon époque, c'était comme ça. J'ai appris à connaître cet homme et puis je lui montrais mes petits travaux et tout ça, et il m'a félicité, il m'a dit « Tu as le sens des proportions. C'est bon, continue, allez. » Et chaque fois que je créais quelque chose avec un bout de bois, j'allais le lui montrer. Je lui ai même montré un crucifix que j'ai trouvé dans l'église de Saint-Antoine et qui avait servi à gâcher le plâtre. À une certaine époque, donc recouvert de plâtre. Mais ça m'intriguait. Et alors je suis allé
creusé là-dessous, le nettoyé, et je l'ai apporté au Père le Maire pour qu'il me dise où. Il a trouvé ça extraordinaire. Le corps du Christ seulement est très intéressant, sculpté en buis. Il me dit, tu vois cette barbe qui remonte comme ça, c'est la barbe mousquetaire. C'est de l'époque Louis XIII. J'étais très heureux, j'avais restauré quelque chose d'extraordinaire qui est dans notre église de Saint-Antoine. Voilà les rencontres que j'ai faites avec cet homme extraordinaire. Et puis mademoiselle Augusta, qui était sa gouvernante, m'emmenait quelquefois à Nice, chez elle, et nous allions tous les jours, puisqu'elle s'occupait du Père le Maire, de sa cuisine et de son ménage, nous allions le voir au musée. Et je suivais des visites, parce que le Père le Maire recevait des grandes personnalités, l'amiral Chavagnier, des grandes personnalités politiques ou autres. Et moi, discrètement, dans mon coin, je suivais ces visites et j'écoutais toutes ces histoires qu'il racontait, ces histoires, comment il avait acquis telle ou telle œuvre extraordinaire. Et je me suis familiarisé à ces choses-là. Il a ouvert mes yeux sur l'art, si vous voulez, sur des choses extraordinaires. Et il me permettait de prendre une pièce dans son musée, et puis de la poser sur une table. Alors, je suis allé tamiser de la terre aussi dans le jardin du prieuré, et cette pièce que j'ai choisie moi-même et qu'il m'a permis de prendre dans son musée, c'était un petit Saint-François, sculpté en bois, avec des traits extraordinaires, le visage, les mains et les pieds en bois, et il était vêtu d'une blure en tissu. Mais ça me plaisait beaucoup. Alors je l'ai posé sur la table et je me suis mis à modeler ce petit Saint-François en terre qui est encore dans mon atelier. Vous le verrez si vous venez visiter mon atelier. Vous me voyez à l'âge de 10 ans, voilà, en train de le réaliser devant le musée du Vieux Logis. À l'entrée du Vieux. Voilà une personne qui m'a influencé, qui m'a ouvert les yeux sur la beauté, qui a senti que j'avais une aspiration vers ces choses-là. Voilà, mais c'est l'époque de l'école. Alors il faut que je vous parle de l'école de Sainte-Claire, avec mademoiselle Charpentier, une institutrice extraordinaire. De l'âge de 8 ans seulement, je suis allé à Sainte-Claire, parce que de 6 ans à 8 ans, je suis allé à l'école de Saint-Blaise, mais l'institutrice n'arrivait pas toujours, parce qu'elle montait en vélo de Nice. Alors mes parents étaient très soucieux, ils m'ont attrapé par la main, ils m'ont emmené à mademoiselle Charpentier, à l'école de Sainte-Claire. Sainte-Claire, c'est sur la route de Levens, et depuis Saint-Antoine, pour aller à l'école, j'avais 1 heure de marche. J'étais tout petit, j'étais tout seul, avec mon panier, mon cartable, mon béret, et tout allait bien. Seulement en route, il y avait des têtards, il y avait des fourmis, il y avait des abeilles. Alors je regardais tout ça, j'arrivais pas toujours à l'heure. Et puis en plus, je composais des poèmes. Alors je me les récitais, si vous voulez, tout en avançant. N'empêche, mademoiselle Charpentier a senti que moi aussi j'avais des choses à dire et à faire. Et elle nous a enseigné tellement de choses, et tellement plus que le programme scolaire, si vous voulez. Elle nous a tellement appris de choses, et quand elle voyait que l'un de nous avait besoin d'un peu plus, elle sortait des grands livres d'art, des choses comme ça. J'ai donc eu une chance extraordinaire, elle nous a guidés vraiment à travers mon éducation générale. Tout est venu de l'école primaire, classe unique. Nous étions 16, 18, 20 maximum, 20 élèves maximum. Mais elle nous aimait, elle nous faisait avancer tous. Elle a tiré de chacun de nous tout ce qui pouvait nous faire avancer, nous faire trouver une voie. Elle était aimée, appréciée dans nos familles. Elle participait à nos fêtes familiales, si vous voulez, puis les baptêmes, les mariages, les enterrements aussi. Elle était très liée à notre communauté et elle a passé toute sa carrière dans cette école de Sainte-Claire jusqu'à la retraite. Elle a eu, les premiers élèves qu'elle a eus étaient les grands-parents de ses derniers élèves. Voilà. C'est vous dire. Je n'en parlerai pas davantage, mais vous sentez que dans un creuset pareil, c'est une grande chance.
Et par conséquent, on peut avancer. Alors j'apportais à Mademoiselle Charpentier toutes mes fabrications, tous mes bricolages. Quand on étudiait les Normands, les dracars et tout ça, alors j'avais fabriqué un dracar, teinté la voile avec un thé soutenu, et ainsi de suite, fait des boucliers avec des feuilles d'aloès, et ainsi de suite. Et je les amenais à l'école, et Mademoiselle Charpentier riait, montrait tout ça à mes camarades, et elle installait ça dans une vitrine qui était au fond de l'école. Alors quand on a étudié la Grèce, je me suis mis à faire des petits pots de terre. Oh mon Dieu, pas très intéressant, mais voilà, je participais à cette chose. Et je suis même allé jusqu'à représenter une de mes camarades, qui avait de très jolis cheveux, des petites nattes croisées. Et alors, j'ai coupé une pomme de terre en deux, ça a fait le buste. Mis une allumette, une petite pomme de terre, et ça a fait le visage. Et il y avait de la barbe de maïs dans le jardin de mes parents, et j'ai tressé les cheveux tels que Janine avait ses cheveux tressés, attachés sur les côtés. Voilà. Alors, ça a fait rire tous mes camarades, évidemment, peut-être un peu moins Janine, mais je l'ai représenté avec ses yeux bleus, sa bouche en cœur et tout ça, que j'avais peint sur la pomme de terre. Alors, elle est allée aussi dans la vitrine, tout ça. Et puis, petit à petit, on a vu la pomme de terre se rider, vieillir. On a vu Janine à tous les âges. Et un beau jour, après les vacances de Pâques, ou je ne sais pas, on est revenu, et il y avait des germes qui avaient glissé sur le visage de Janine. Imaginez. Voilà pour ce qui est de l'école. De 14 ans, certificat d'études, je l'ai réussi assez brillamment. Voilà. Mais je me suis mis à travailler. Il fallait que je crée tout le temps quelque chose. Avec des pommes de pin. Grosses pommes de pin maritime. Vous connaissez tous, hein, c'est une grosse pomme de pin, c'est fort. Je fendais, j'arrachais les écailles, je travaillais ces écailles, je les brossais, je perçais deux petits trous en haut du triangle et j'enfilais un cordonnet de couleur, noir ou de couleur. Et j'en fabriquais beaucoup. Je les décorais même à l'encre de Chine et je créais un petit motif symétrique sur chacune des écailles. J'ai demandé à une de mes camarades, un petit peu plus âgée que moi, belle fille, d'être mon mannequin et de présenter ces bijoux fantaisie que je fabriquais. On a pris le car, on est allé sur la place Masséna, il y avait une boutique qui s'appelait Moana et qui vendait des tissus provençaux, des bois d'olivier, des céramiques, de très jolies choses. Et j'ai présenté mon travail de cette façon. Mon ami a bien montré ses colliers, j'ai ouvert la boîte des autres préparés. Les vendeuses se sont trouvées surprises qu'un garçon de cet âge-là fasse des choses aussi soignées, aussi finies et tout ça, et aussi intéressantes pour la clientèle qu'ils avaient. Alors, on appelle la directrice, très sévère, qui arrive, et puis qui s'attendrit, elle aussi, sur ce travail, cette réussite, et qui m'en commande. Ça y est, j'avais ma première commande, c'était parti, il fallait fabriquer là, à ce moment-là. Alors, sur le but à gaz, à un moment, je faisais des petits trous à chacune des écailles, et j'en ai fait beaucoup. Mais je suis passé à autre chose, bien sûr. J'ai fait des petites lampes en olivier. Alors, j'allais dans tous les oliviers abandonnés de notre secteur, et je voyais, j'avais cette capacité à voir depuis le pied d'un arbre la forme des branches qui se trouvent au plus haut ou à l'envers, ainsi de suite, parce que je savais qu'elles allaient m'intéresser, qu'elles allaient être stables, que j'allais pouvoir faire soit des animaux, des personnages, et surtout des petites lampes, que je ne vous montre pas ici, mais que j'ai fait en quantité. Alors une lampe, ça suppose un pied et un abat-jour. Alors ces abat-jours, je partais avec mon père, et nous allions récolter dans le Var, dans les marécages du Var, du tifa. Vous connaissez ce que c'est. C'est une espèce de grand roseau, une grande plante qui a une feuille d'1 mètre, 1,20 m de haut, exactement de la même largeur à la base et au sommet. Et nous les faisions sécher au soleil pour que ça se décolore. Ça devenait d'un très joli gris vert, jaune. J'entassais
j'attachais cela avec du raffia sur des carcasses que je faisais fabriquer rue Antoine Gautier, un carcassier. Mais des formes que j'avais créées et que je demandais et que j'habillais avec cette paille. Ces choses-là ont beaucoup plu et la Palma à Cannes les a vendues pendant des années. La Palma était une succursale d'un magasin qui était à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et là-bas aussi, ils ont vendu beaucoup. Alors j'expédiais mes créations décoratives, si vous voulez, mes petits objets. Là c'est autre chose. C'est davantage une sculpture. Je commençais aussi à être un petit peu sculpteur. Et là, c'est dans une forme de branche d'olivier. C'est d'une seule pièce, si vous voulez, par le socle, bien sûr. Voilà, mais j'avais cette tournure d'esprit qui consiste à voir systématiquement dans une forme de branche le parti que je pouvais en tirer. De sorte que j'ai avancé dans ce domaine du bois et j'ai créé énormément de choses dans ce domaine-là. Petit à petit, je suis parti aussi, mon âge avançant, permis de conduire, ainsi de suite, la 2 chevaux paternelle. Je n'ai eu de cesse d'aller visiter des musées, des châteaux, des cathédrales et tout ça, parce que j'étais friand d'art. Il fallait que je vois, que je découvre. Et j'avais cette possibilité de m'imprégner des choses qui ont eu pour moi vraiment une capacité d'émotion énorme. Voilà, je me cultivais de cette façon. Mon histoire de l'art, je l'ai acquise par moi-même, comme ça, en allant voir de belles choses, en allant voir des musées, en allant voir les peintres primitifs que nous avons ici. Si vous allez à Liège, vous allez voir l'Annonciation de Bréa. C'est une splendeur, il y a de quoi pleurer 600 ans après que cet homme ait peint ces tableaux. Si on va aux offices, le Gentile et da Fabiano, l'adoration des mages, si on va à Saint-Marc, Fra Angelico, c'est des choses qui vous transforment, qui vous émerveillent, qui vous aident à vivre. Voilà. Voilà mon parcours, si vous voulez, ma recherche de beauté. Alors, nous arrivons à l'âge où il faut partir au service militaire. C'était la guerre d'Algérie. Hein, je suis classe 41, voilà. En 59-60, voilà, j'ai été appelé sous les drapeaux et envoyé directement en Algérie. Bon. J'ai fait 4 mois de classe à Fort-de-L'Eau, c'est une cité à côté d'Alger, à l'est d'Alger. Hein. Voilà. Et c'était un moment assez chaud, le moment du putsch et tout ça. Alors j'ai passé le jour de mes 20 ans avec un fusil sur l'épaule à garder les généraux que l'on avait emprisonnés là, pas loin. Voilà. Mais je ne comprenais pas beaucoup ces choses-là. Je m'occupais de ce que je trouvais sur la plage. Je travaillais déjà ces choses. J'ai été, au bout de 4 mois, j'ai été envoyé dans le Sahara, à El Oued. Ça, c'est le grand ergue oriental du Sahara. Pris le train, Constantine, Biskra, Batna. Et on nous a laissé, 2 camarades et moi-même, à Style, là où le train s'est arrêté, un 2 juillet, il faisait 60 degrés. C'était rude. Et puis nous sommes allés vers cette caserne, à l'intérieur de cette ville extraordinaire, dorée comme un biscuit, la ville aux 1000 coupoles. C'était des petits cubes, chaque pièce est une cube, un cube avec une coupole au-dessus. Vous imaginez, pour faire une maison, on multiplie ces cubes, ça fait une cour intérieure, comme ça on ne voit pas les femmes, il y a une porte seulement sur la rue. Un aspect extraordinaire, cette ville. La compagnie était au centre. Là, j'ai eu 1000 activités, mais on m'a désigné. Alors j'ai décoré le mess des officiers, avec un ami qui peignait beaucoup. Il a fait des fresques sur les murs, et moi, j'ai fait de grands oiseaux avec des feuilles de palmier qui étaient autour d'une pièce d'eau dans le jardin intérieur. Voilà, pour vous dire que à chaque endroit et dans n'importe quelle condition où je me trouvais, quelque chose tombait sous ma main qui me permettait de m'exprimer et de faire quelque chose d'amusant.
il y avait au souk des poteries berbères très intéressantes par leur forme antique, si vous voulez, un petit peu de forme d'amphore et tout ça. Alors je me suis mis à les peindre. J'en ai acheté quelques-unes et je me suis mis à les peindre. Nous avions une bibliothèque dans la compagnie, et alors les bulletins des liaisons sahariennes, les grandes méharées, les aventures sahariennes, tout ça a été mentionné. Et c'est là que j'ai découvert les gravures rupestres du Tassili. Alors, les trois grâces du Fadnoun et tout ça, je les reproduisais sur ces poteries. Ça plaisait beaucoup. La femme du lieutenant de notre compagnie organisait des ventes de charité. Elle s'occupait beaucoup des enfants qui avaient des problèmes de cécité, un tas de choses comme ça. Donc, elle m'a demandé d'en faire davantage et ça marchait très très bien. Tant mieux. Voilà, et ça me permettait de créer, de peindre et tout ça. Mais ça n'a pas plu à la femme du commandant de la compagnie, qui jalousait un peu le succès que remportait la femme du lieutenant. Alors elle a demandé à son homme, le commandant, de m'envoyer un peu plus loin. Alors j'ai été envoyé dans un peloton méhariste. On m'a donné un chameau et tout le guèche qui va avec, et j'ai été muté dans un des pelotons méharistes de cette compagnie. 4 pelotons portés, c'est-à-dire avec des camions, des gazelles, des jeeps et tout ça, et dans l'intervalle 3 pelotons portés, c'est-à-dire que nous n'avions que nos chameaux et nos baluchons et des petites cabanes d'herbe perdues en plein désert. Et nous étions censés surveiller la frontière entre la Tunisie et l'Algérie en faisant des navettes comme ça de l'eau. Alors, dans cet endroit, que vous dire, si ce n'est cette découverte d'un paysage qui paraît d'une autre planète, un émerveillement constant, si vous voulez, l'observation des animaux qui vivent dans ces endroits, des visions bibliques de ces bergers rencontrés entre les dunes. Voilà l'expérience de cet instant, mais il faut que j'avance peut-être un petit peu plus vite. De retour du service militaire, reprenant le bois d'olivier, j'étais lassé un petit peu parce que je retombais un peu trop souvent sur les mêmes formes et j'avais envie d'autre chose. Autour de la maison familiale, il y avait de vieux outils, parce que mes ancêtres ont été très besogneux, très actifs, mais certains outils ne servaient plus. C'est ces outils-là qui m'ont donné beaucoup d'idées. Et j'ai commencé à les interpréter, à me dire, tiens, je peux faire des choses avec ces choses-là. Mais je n'étais pas outillé. Alors je suis allé chez mon cousin garagiste à Saint-Blaise, M. Roger de Bac, et après sa journée de travail et de garagiste, il acceptait de travailler 1 ou 2 heures pour moi et de me souder les choses que je tenais en place pour que la silhouette que je cherchais soit réussie. Mais c'est lui qui faisait la soudure. Alors j'observais comment il soudait. Au bout de quelques temps, j'ai su souder. J'ai acheté du matériel et j'ai commencé dans ce monde extraordinaire de la ferraille, si vous voulez. Mais je n'ai pas choisi le fer pour lui-même, j'ai choisi le fer pour la diversité qu'il a mis à ma disposition. Le monde entier finit un beau jour à la ferraille. Le monde agricole, domestique, artisanal, tout cela un beau jour va à la ferraille. Et alors, à cette époque-là, les ferrailleurs de la région posaient leur matériel qu'ils allaient récupérer dans les campagnes ou ailleurs, dans d'immenses terrains vagues, posaient des tas séparés parce que ça n'avait pas la même valeur, ça n'avait pas... Et je pouvais rêver, je pouvais chercher, et je trouvais des quantités de choses extraordinaires que j'ai accumulées d'année en année. Je venais avec la brouette, je posais sur la bascule, je payais, parce que chacune de mes trouvailles, je savais ce que je pouvais en tirer. C'est étonnant,
je ne vous raconte pas d'histoire, mais je sais pertinemment, en isolant tel ou tel outil d'un tas de ferraille, ce que je vais en faire. Et voilà, cette grande aventure qui est partie et qui m'a conduit à vous montrer ces choses qui, dans toutes sortes de thèmes, évoquent toutes sortes de situations, des personnages, des animaux, ainsi de suite, toujours inspirés par la forme que j'ai découverte. Mademoiselle Charpentier, j'en reparle, est allée voir monsieur le sénateur Joseph Rébaud. Jean-Pierre Augier fait des choses très intéressantes. Vous devriez accepter une exposition à Levens. C'était les premières expositions que l'on faisait dans ce village. Il a accepté très volontiers et a donné la salle Masséna, la grande salle des mariages, avec les peintures de Louis Dussourd qui retracent la vie de Masséna. C'était pas tout à fait adapté pour une salle d'exposition, si vous voulez, mais nous avions la permission de cacher les fresques avec des toiles de jute, et alors on disposait non seulement les sculptures, mais aussi les peintures que des amis peintres ont accepté d'exposer avec moi. Et ça a démarré, c'était en 65. Pendant 10 ans, nous avons fait des expositions dans ce lieu, avec d'autres artistes. Mais déjà, j'avais créé... Le bois d'olivier était encore là, les tables, les lampadaires étaient là, mais il y avait déjà des anges musiciens qui s'envolaient. Je suis allé le présenter à Menton, en même temps que cette exposition de Levens, une exposition internationale d'art. Et j'ai reçu la médaille de bronze de la ville de Menton. Oh, c'était un bon départ. Voilà, avec cette pièce. Mais c'était en 65, vous voyez. Première exposition à Levens, donc. Cette quête de ferraille m'a amené, non seulement dans la région, mais dans d'autres régions, la région de Grenoble, où j'ai trouvé énormément de choses, parce qu'il y a un fonds minier qui est issu, sans doute, des pères chartreux qui ont initié le travail de la mine et l'extraction du fer et tout ça. On sent dans toutes les fabriques une forme d'outils particuliers. Et alors j'ai trouvé des choses extraordinaires. Je suis allé même dans des usines qui fabriquent les outils parce que l'on m'avait indiqué, on m'avait dit, mais vous savez, dans le fond des usines, il y a toujours des tas de choses qui ne servent plus, qui ne sont plus en vente et on pourra sûrement vous céder. Effectivement, on m'a cédé énormément de choses très intéressantes, surtout des lames de faux, complètement entières, si vous voulez. Voilà. À mes débuts, j'utilisais des lames de faux, mais qui avaient été utilisées par 3 générations. Il ne restait presque plus rien. Tandis que là, toute la largeur de la faux me permettait d'évoquer aussi bien ce plissé des robes que les ailes des anges, et ainsi de suite. Quelle chance! Quelle chance j'ai eu de tomber sur des lieux qui m'ont permis de m'approvisionner pour le restant de ma vie, pour ainsi dire. Et j'ai devant moi des tonnes de ferraille étalées sur des étages que vous verrez tout à l'heure. Une exposition à Paris, en 68. Là, je gagne une médaille d'argent. Étonnant, hein, à cette époque. En 77, je suis allé faire une exposition à Provins. C'est M. Alain Perfit, qui était maire de Provins, qui était le garde des Sceaux. Il aimait mon travail, il a voulu que je vienne faire une exposition à Provins, cette ville moyenâgeuse extraordinaire. Et dans la Grange aux Dîmes, on avait rassemblé toute ma collection et des choses récentes comme ça. Et j'avais évoqué certains titres de ses livres, parce que, vous savez, il a écrit des livres très intéressants. Le mal français. Eh bien, comment pensez-vous que j'ai représenté le mal français? J'ai fait 2 coqs en train de se battre, un combat de coqs en quelque sorte, voilà. Et puis, lorsque la Chine s'éveillera, les Chinois qui tirent sur une corde et qui semblent soulever quelque chose d'impossible à soulever, ben, ils y sont arrivés. J'ai fait des expositions dans d'autres pays, au Luxembourg, en Belgique,
aussi dans un château privé. C'était très très beau, très intéressant. En 2008, une exposition tout à fait particulière au musée de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. Les chanoines du Grand Saint-Bernard sont nos amis, enfin, nous sommes amis des chanoines du Grand Saint-Bernard, et ils ont organisé une exposition merveilleuse dans le musée de l'Hospice, là-haut à 2400 mètres. Il passe un monde extraordinaire dans ce lieu qui est le passage entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, quoi, vous savez, entre la Suisse et l'Italie. Ils sont très accueillants, ils ont une vie spirituelle intense, ils reçoivent des groupes, tout ça. 37 000 visiteurs ont visité mon exposition. Les retombées sont là encore depuis cette date. C'est étonnant, ce monde, et puis cette découverte a suscité beaucoup de choses et beaucoup de compliments que nous avons reçus, et de visites, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre la route et de venir nous voir. Cette année, nous allons fêter à Levens ma 50e année d'exposition à Levens, consécutive. D'année en année, 10 ans dans la salle Masséna, mais en 1973, la municipalité de Levens, M. Joseph Rébaud, à ce moment-là, a acquis la maison du Portal, une très belle demeure du XVIIe siècle, l'a restaurée, déjà en grande partie, et a dit, ça c'est pour les artistes. Lourde charge, si vous voulez, si on veut en faire quelque chose d'intéressant. C'est ce que nous avons fait, toute une équipe s'est jointe à moi. Quelques années après, j'ai proposé d'y déposer ma collection personnelle, qui réunit maintenant 160 pièces à peu près, pour qu'il y ait un fonds constant à cette maison, mais que nous accueillons sans arrêt, tous les 2 mois, des artistes nouveaux qui viennent exposer à côté de nous. Voilà la démarche de cette maison extraordinaire que je vous invite à visiter, mais dont vous avez le programme sur vos sièges. Parce que nous sommes partis cette année, un peu fou, là, sur un programme très curieux, avec M. Ambroise Monod, qui est le concepteur du Récup Art, et dont je fais partie inconsciemment, si vous voulez, depuis toujours, puisque récupérant des choses abandonnées, je crée des œuvres avec ces choses-là. Lui, c'est un engagement qui veut entraîner le monde vers la création avec des choses simples, abandonnées, si vous voulez. Et c'est un homme de grande foi, et un pasteur protestant. La Maison du Portal. Et qui est le parrain de toute notre année d'exposition, où nous allons recevoir des artistes qui, chacun avec des matériaux différents, créent des œuvres étonnantes. Nous avons fait des expositions importantes dans cette Maison du Portal, des expositions phares, si vous voulez, avec un nom, Van Gogh. Alors nous allons, bien sûr, vous allez me dire, avec des reproductions, bien sûr, des reproductions de qualité qui montraient toutes les toiles connues de Van Gogh. C'est intéressant. Et les textes qui l'accompagnaient, c'était les textes issus des lettres de Van Gogh à son frère. Matisse. Nous avons exposé toutes les affiches de Matisse. Ça a attiré beaucoup de monde aussi, c'est très intéressant. Avant que cette année Matisse soit décidée, c'était il y a longtemps. Vasarely. C'est l'année qui nous a attiré le plus de visiteurs. Nous avons reçu 10 000 visiteurs dans l'année à la Maison du Portal. Vasarely, nous avions des œuvres authentiques. Nous avions pu en exposer quelques-unes, et avec beaucoup d'autres pièces qui n'étaient pas des œuvres authentiques. Voilà. Rembrandt, nous avons exposé les eaux fortes de Rembrandt, on dirait. Mais le musée, la Maison Rembrandt d'Amsterdam, nous a confié des gravures qui sont issues, qui sont tirées à l'eau forte sur des plaques qui reproduisent exactement les plaques qu'utilisait Rembrandt. Bien sûr, pas celles qui sont dans les musées, mais on a reproduit exactement les plaques qu'avait gravées Rembrandt, et on fait des tirages à l'eau forte sur
plaque. Et Ernest Pignon-Ernest est venu aussi nous donner une conférence extraordinaire. Nous n'avions pas assez de place ce jour-là. Dans cette maison du Portal, j'ai organisé pendant 14 ans des soirées de poésie. Parce que beaucoup de poètes locaux ou parisiens se sont inspirés de mes œuvres et ont écrit des poèmes qui les illustrent, qui les décrivent, qui parlent de ces œuvres, de ce qu'elles représentent, du mouvement, de l'esprit qu'elles ont. Alors j'ai souhaité les réunir. Et je les ai réunis dans des soirées où ils ont déclamé leur poésie, non seulement celles qui concernaient mes sculptures, mais les autres, qui étaient aussi leurs chouchous parfois. Et ces soirées de poésie, petit à petit, ont attiré aussi des musiciens qui sont venus se joindre à nous. Et à partir de là, mon Dieu, la musique à Levens a joué un très grand rôle. Là, je vais vous parler de Gérard Saint-Guiron. Cet homme extraordinaire est venu s'installer à Levens, issu de IBM, ingénieur IBM, avec son épouse Janine. Ils sont venus se fixer à Levens. Un homme d'une érudition extraordinaire, d'une connaissance musicale énorme, un pianiste de talent, et un amoureux de la musique, un amoureux des chefs-d'œuvre, un amoureux des musiciens. Il avait une connaissance de tous les grands musiciens de notre temps. Il les a fait venir à Levens, il les a fait jouer à Levens. La vie culturelle s'est trouvée complètement transformée et élevée d'un niveau extraordinaire. Cet homme extraordinaire, Gérard, nous a quittés malheureusement. Il s'est mis en tête d'écrire un livre sur mon travail, parce qu'il aimait mon travail, et pendant toute une année, il est allé voir toutes les personnes qui m'avaient approché, dont je vous ai parlé, Mademoiselle Charpentier et d'autres. Et il a fait le tour de toutes ces personnes, et il a écrit longuement le livre et le résumé extraordinaire de tout ce qu'il a écrit. Je vous conseille de l'acquérir si vous ne l'avez pas encore. Mais c'est un écrit extraordinaire, une étude. Il est le seul à avoir passé une journée entière à mes côtés, depuis l'instant où je choisis l'outil jusqu'à l'instant où je pose la sculpture sur un meuble, si vous voulez, terminé. C'est pas fait sur un jour, mais sur plusieurs. Il est resté là, près de moi, il a observé tout ça, il a noté le rythme de mon travail, et ainsi de suite. C'est extraordinaire. C'est la première fois que ça m'arrivait. Il a écrit ce livre que je pourrais dédicacer tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais ce livre est composé du texte de Gérard et des photographies de Monica. Toutes les photographies que vous voyez sur l'écran, c'est elle qui les a prises, mon épouse. Nous nous sommes rencontrés tout d'un coup, un jour, elle est arrivée, elle a visité mon atelier, comme beaucoup le font. Nous avons senti que quelque chose d'extraordinaire se passait. Et voilà, nous avons choisi de vivre ensemble depuis de longues années. Elle participe à mon travail d'une façon extraordinaire parce qu'elle est une grande artiste aussi. Dans son pays, la Suisse, elle était costumière de théâtre. Elle a travaillé pour le théâtre, pour l'opéra, pour les ballets, avec des jarres. Voilà, elle aime la musique, elle connaît aussi la grande musique. Voilà, c'est une aide extraordinaire pour moi. Elle me complète, elle observe ce que je fais et elle sait m'arrêter au moment où c'est bon, ne va pas plus loin, voilà. Mais elle participe avec moi aux choses. Elle décape la rouille que vous verrez sur la ferraille tout à l'heure. Et puis elle a aussi ce rôle qui consiste à patiner, à donner cette couleur extraordinaire que vous verrez. Ici, vous les voyez noirs, sur des tissus noirs, dans un fond gris, mais elles ont toutes des couleurs particulières dont elle a su rendre la couleur par les photographies qu'elle vous montre dans ce livre. Voilà. Gérard et Janine se sont unis pour faire ce livre qui a été un élan extraordinaire pour ma création, pour faire connaître mon art. C'est assez extraordinaire. Mais vous comprendrez à cet instant que
que Monica ne vit pas dans mon ombre, mais que c'est moi qui vis de la lumière qu'elle a apportée dans ma vie. Par cette chronologie très résumée, j'espère vous avoir fait comprendre d'une part que la nature merveilleuse qui nous entoure est ma plus grande école, et d'autre part que les personnes formidables que j'ai eu la chance de connaître ont été des guides essentiels à ma vocation. Par la projection qui va suivre maintenant, je vous emmène visiter mon atelier et vous présente mes thèmes préférés. Ce sont mes sculptures plus que mes mots qui vont vous exprimer ce que j'aime, ce que je crois, ce que j'espère pour notre beau pays, pour notre Église, pour notre monde. Là, c'est dans les usines de la Grave de Pays. On m'a permis de fouiller dans les boulets qui servent à concasser le calcaire. Il y a non seulement des boulets, mais des formes étranges qui ont été complètement transformées par le tournoiement de la roche brisée par les boulets d'acier. J'ai fait des choses très particulières à partir de ces éléments. Je trouve on me donne la permission d'aller voir dans des vieux stocks d'usines, d'outils, d'ateliers, des tas de choses que je trouve. On pourrait peut-être éteindre les lumières qu'il a. C'est parti. Thierry est parti s'en occuper. Ça va, vous voyez bien, là. Je vais découper. Vous voyez les lames de ressort qui sont sous moi là et que je découpe au chalumeau sont devenues les jambes de personnages qui décorent le musée de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. Mais j'ai trouvé un vieux turbo. Oui, vous voyez mieux sans doute là. Non. Vous voyez ce vieux turbo, ben voilà ce qu'il va devenir. Il illustrait le thème lento. Voilà, une image très représentative. Je présente cette chose-là à tous les visiteurs qui viennent visiter mon atelier. C'est là que le titre de cette conférence à laquelle vous assistez est né, si vous voulez. La transfiguration, un art de la transfiguration. Je prends cette hache. Vous savez à quoi elle sert, à fendre du bois, ainsi de suite. Je la sors de son univers, je rapproche ce coussin de rancher, qui est la douille qui soutient les ridelles des charrettes, pour le chargement du fourrage. Et le simple fait de l'approcher, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme qui marche devant vous. En un instant, j'ai bousculé votre vision, avec cette chose qui reste une hache, la coiffe qui est à peine évoquée, mais ça y est, vous avez compris le jeu. C'est ça, mon art, c'est avec le moins de choses possible, évoquer le plus possible le mouvement, la grâce, la force de l'amour, si vous voulez, et l'humour, très souvent. Voilà ma réserve de ferraille. La mécanique m'inspire peu, mais des collerettes, des choses intéressantes parfois. Des dents de bulldozer. Ça, c'est une forme très neutre, mais qui peut être interprétée à toutes sortes de situations. Des bustes ou la robe, la jupe d'une femme assise. Toutes ces bêches sont là à m'attendre. Elles me voient passer tous les jours, plusieurs fois, et chacune espère. Alors, est-ce que c'est moi aujourd'hui? Des pieds de baignoire. Regardez à quel point Monica a su choisir l'instant précis où l'ombre du nez de cette petite loutre fait l'oreille de l'autre. Ce sont des pieds de baignoire en fonte, vous savez, l'époque 1900, il y avait de très jolis pieds aux baignoires parce qu'elles étaient visibles, décoratives. Me voilà dans mon atelier en train de peaufiner un petit personnage.
je découpe au chalumeau des choses importantes voilà, dans un coude, j'ai senti la possibilité de créer ce panier. Il est devenu le panier de la marchande de fraises qui est à l'entrée de Tourette-le-Vince. Là, voilà, je suis en train de faire une grande dame. Laquelle était-ce là? C'est une grande femme avec des chèvres. Ici, en Suisse, j'ai trouvé dans le canton de Vaud de grandes charrues qui étaient en train de laborer des champs immenses avec des lames écartées comme ça parce qu'ils ont une terre assez grasse et qu'il faut faire tomber en plus petites mottes. Donc les socs ont ces lames écartées. J'y ai vu les ailes d'un aigle. Le voilà. Un aigle pêcheur. Voilà des petites chèvres qui sont en train de naître. Alors, un patron en carton pour voir un petit peu la taille des pattes ou celle des cornes. Et j'en ai fait tout un troupeau que vous verrez sans doute tout à l'heure. Le couple crochet. Alors là, nous nous trouvons devant quelque chose qui vous surprend peut-être, mais qui m'a surpris le jour où j'ai enfilé ce deuxième crochet dans l'anneau du premier. J'ai été le premier surpris, si vous voulez, par la force de l'amour qui s'est dégagé de cette œuvre, de cette pièce, qui depuis n'a pas cessé d'avoir un succès constant partout où je l'ai présenté, avec des critiques d'art extraordinaires. Vous verrez d'ailleurs, Gérard Seguéron a écrit tout un article sur cette pièce particulière qui plaît énormément. Le club photo de Levens peut en parler parce qu'ils ont dû reproduire la photographie de cette pièce, mais à des milliers d'exemplaires, tellement elle plaît aux visiteurs qui passent dans mon exposition, parce qu'elle est représentative, si vous voulez, de la pauvreté de moyens que j'emploie. Deux simples choses ensemble et l'effet souhaité est arrivé, mais là, à ma grande surprise, si vous voulez, parce que ça, c'est une chose et qui est symbolique, la plus symbolique de ma création et de mon art. Voilà, deux pelles qui se sont rencontrées, une un peu plus vieille que l'autre, vous voyez, c'est peut-être un peu notre couple. Le temps des cerises. Dans la lune, on y est si bien. Ce grand couple, vous le verrez tout à l'heure là-bas. J'avais constitué une collection d'outils assez étonnante où je conservais les outils en tant que tels parce qu'ils étaient exceptionnels comme taille, comme origine. C'était la plus belle hache de ma collection. Or, un ami est arrivé avec cette cisaille remarquable, une grande cisaille, vous savez, la pièce est assez haute, une grande cisaille de fer blantier. Je les ai présentés et ils se sont émus. Celle-là s'appelle Tango. C'est la première pièce que nous avons faite avec Monica quand nous sommes connus. Là, ça s'appelle La valse à 1000 temps. Adam et Ève. La famille royale. Avec des vieux crics. Vous voyez, le roi, la reine sont des vieux crics, et puis le petit prince, c'est un cardan. Voilà une maternité tirée d'une louche de fondeur. La louche est un creux dans lequel un métal fondu va former un autre objet, si vous voulez, une grande symbolique, tout de suite, avec le creux maternel, les bras de la mère enlacés autour de cet enfant. Les premiers pas. Voilà. J'ai représenté Monica et deux de ses fils, et ses deux fils, avec une machine à coudre, puisqu'elle est costumière de théâtre. Vous voyez, la robe, les genoux et sa robe, c'est une ancienne machine à coudre. Et puis les deux enfants qui courent vers elle, eh bien, ce sont des ciseaux de tailleur. Un cri de joie. Voilà le thème proposé
Ici, c'est en conservant le bois du manche de cette fourche que j'ai évoqué cette attitude de cette mère avec ses 2 enfants. La maternité est mérillon. Les mérillons, c'est un anneau qui permet à une chaîne de tourner sans s'embrouiller, si vous voulez. Mais c'est une chose énorme qui a séjourné dans l'eau de mer très longtemps et que j'ai trouvé chez un ferrailleur. Vous voyez les cernes de la mise en place de ce métal en fusion, de façon industrielle sûrement, parce que c'est une chose qui pèse une quinzaine de kilos. Mais c'est une matière remarquable. Et alors, dans la simplicité de cette forme, le crochet qui représente l'enfant vient du port de Nice. Ça permettait de soulever de grandes barres de fer. Carmen, c'est la préférée de toutes les petites filles qui visitent mon exposition. Parce qu'elle tourne en plus. Natacha. Alors, Natacha, c'est une longue histoire aussi, vous la voyez. À l'intérieur de son corps, un rondin de buis qui a 8 à 10 cm de diamètre, c'est pour vous donner un peu l'échelle de la pièce. C'est mon père qui m'avait offert ce bois de buis extraordinaire que j'ai voulu incorporer à cette sculpture. La gardeuse bois, une des jolies filles de ma collection. Elle est faite avec une grenade. Alors, une grenade, évidemment, ça saute. Flamenco. C'est la vis dans la machine à hacher qu'on vissait sur la table, vous savez, pour faire les boudins, pour faire la viande hachée. Mais ça évoque les... Là, c'est une petite bergère, mais elle n'est pas très haute, ça a 6 cm de long. Après, c'est sur de l'ivoire qui sert de sol. Les clous qui représentent les moutons, en quelque sorte, mais il faudrait la voir quand même de plus loin, c'est un peu... Quand c'est grossi à ce point... Il pleut bergère. Les clous qui représentent les moutons, ce sont des clous qui ferraient les chaussures d'un guide de montagne, de haute montagne. Ça s'appelle aile de mouche. La liseuse. Elle est très connue. La femme au ruban. Vous la verrez tout à l'heure, vous pourrez la voir de près pour connaître ses proportions. La petite sirène, avec une lime ronde qui évoque les écailles de ce personnage marin. Il est sorti, le petit oiseau, voilà. Les bœufs au labour. Vous voyez ce contraste entre la force qu'évoquent ces masses. Voilà, alors tout de suite l'idée de faire des bœufs au labour, par opposition à cette jolie fille que vous avez vue tout à l'heure, qui s'envole avec son ruban. La lame de faux évoque des choses légères et tout ça. Chaque outil a un caractère. À moi de vous le montrer, de le susciter. Vous le connaissez, n'est-ce pas? On peut l'appeler dolce far niente. Et puis, ce que j'essaye d'exprimer parfois, c'est l'apesanteur. Une contradiction avec la chose pesante que j'utilise, le matériau très lourd que j'utilise, mais j'essaye d'évoquer par un Pirot qui s'accroche à la lune ou par ce plongeur qui descend dans les profondeurs, qui ouvre un coffre au trésor et qui trouve une petite sirène endormie. L'école des marteaux. Ils sont tous groupés autour du professeur qui les enseigne. La fuite. Voilà des choses encore plus dépouillées, peut-être plus abstraites, mais qui évoquent la marche sous la pluie, si vous voulez, au capuchon. Ce sont des sortes qui ne sont pas de notre région, qui viennent de l'Ardèche. Les héros sont fatigués. Sacrifice inca. Vous voyez, monsieur le curé, les grands prêtres avec leurs habits, leurs casques, et le sacrifié. Chapardeur. J'ai beaucoup joué avec les appellations, les chats de ciné.
voulez, il a écrit tout un livre avec des jeux de mots avec les chats, et je m'en suis emparé. Mais celui-ci, c'est le mien. C'est Échographie d'un chat. La loutre avec son poisson dans les dents. Mon fils était tout petit, il s'est approché, il a eu une telle émotion, il m'a dit « Papa, ça, il faut garder. » Les dauphins méditerranéens. Et puis des petits hérissons qui sont en train de partager le fruit qu'ils ont découvert. On m'a offert une presse d'imprimeurs. Vous voyez le bâti. Et voilà l'idée que ça a suscité. Et c'est Martial Boss, le frère du père Boss qui est par là, qui a sculpté la noix. Elle est très grosse, la noix là, en bois d'olivier, mais elle semble être réelle. Le chapeauté. Le lièvre et la tortue. Les contes et les légendes m'ont beaucoup inspiré, souvent. Les musiciens de Brême. Prométhée, enchaîné sur son rocher, l'aigle qui le dévore. Le pharaon qui remet sa conscience à Osiris. L'Égypte m'a beaucoup passionné aussi durant mon enfance, tout ça. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Mademoiselle Charpentier, après mon certificat d'études, m'a emmené non seulement à connaître la haute montagne dans la région de Chamonix, en m'inscrivant au club alpin français, mais elle m'a emmené à Paris aussi, dans sa famille, et elle m'a fait visiter le musée du Louvre. Contes et légendes des bois. Alors le bois, c'est un bois de cèdre, vous voyez. Et puis les petits personnages sont des espèces de lutins dont les chapeaux de laiton sont issus des colliers que portaient les chevaux quand on les harnachait pour aller à la messe le dimanche. Ouais. On passait les rênes à travers la boucle de cuivre. Maintenant, nous allons vous montrer une petite série où j'utilise des fossiles également. Parce que je trouve que c'est une forme tellement belle, naturelle, originale, différente d'une fois à l'autre, et j'achète des fossiles dans les salons de minéraux et fossiles, condition qu'ils m'inspirent quelque chose, une attitude à venir. Vous avez vu Cancale auparavant, voilà une maternité avec des jumeaux, comme ça, serrés contre elle, issus d'un outil qui vient de Madagascar. Là, c'est une éponge fossile qui crée le tutu de cette danseuse évoquant Degas. Ici, vous vous trouvez devant quelque chose d'assez étrange. Ce sont des dents de mammouth. 20 000 ans nous séparent là, de ces grosses molaires. 20 millions, je crois, je ne sais plus. mais en tout cas, voilà ce que ça m'a inspiré, ce tournoi. Là, c'est une coquille Saint-Jacques fossile qui crée la jupe de cette petite fille studieuse. L'Annonciation. Alors là, c'est un thème que j'aime particulièrement parce qu'il nécessite une approche très sobre, si vous voulez, de ce moment fabuleux où l'histoire du monde a basculé. J'ai réussi cette symétrie grâce à des faux de gaucher pour l'ange et des faux de droitier pour la robe de la Vierge. Elle a un pied de baignoire pour son voile, mais tout ceci a peu d'importance. Si ce n'est l'inclinaison que j'ai voulu donner, l'ange salue la Vierge, mais ne la fixe pas. La Vierge s'incline, mais ne regarde pas l'ange non plus. Voilà les petites choses qu'il faut introduire dans cette simplicité de forme, et j'espère y être arrivé. Voilà. Une nativité, bien sûr, après l'Annonciation, ça s'impose. Et puis les rois mages arrivent. Leurs turbans sont faits avec des trépans de forage du pétrole.
Alors certains les ont appelés les rois du pétrole. La fuite en Égypte, que vous reconnaissez bien, n'est pas la même que celle que vous verrez tout à l'heure là-bas. Celle-là, elle appartient aux chanoines du Grand Saint-Bernard maintenant. Laissez venir à moi les petits outils. Ça, c'est le Christ, le crucifix que Monseigneur l'évêque Louis Sancalé m'a commandé au moment du démarrage du synode dans notre diocèse. Et donc, elle l'a précédé dans toutes les visites qu'il a faites dans chaque paroisse. Et Monica avait fabriqué le sac pour l'emporter parce qu'il fallait qu'il soit démontable et qu'il rentre dans le coffre de la voiture de Monseigneur. Une piéta. Ça, c'est un thème aussi très, très particulier que j'aime réaliser parce qu'il suppose l'évocation de la douleur de cette mère et puis d'évoquer un corps mort, vraiment avec sa pesanteur. Voilà Marie-Madeleine qui va annoncer qu'il est ressuscité. Le retour de l'enfant prodigue. Le dialogue des carmélites. Ce lutrin, je l'ai créé pour les dominicains, pour le maître-autel des dominicains à Nice, rue Saint-François-de-Paul. Matine. Saint-François d'Assise. C'est un thème que j'ai aimé particulièrement, je vous ai expliqué les raisons, puisque tout jeune, c'était la première chose que j'ai tenté d'évoquer. Saint-Nicolas, avec les petits-enfants qui sortent du Saint-Loire. Cette grande maternité, elle est partie aux USA. Elle est à la ville de Grand Rapids, dans le Michigan, dans une clinique qui s'appelle Santa Maria. Je pars d'éléments, Monica a voulu vous montrer les éléments qui me permettent, qui sont de toutes sortes de diamètres, partant de 5 cm de diamètre jusqu'à 3,50 m si je le souhaite. Et qui sont vendus dans des fournisseurs industriels. Parce que ça me permet de réaliser de grands personnages comme ça qui m'ont été commandés il y a déjà quelques années pour des espaces publics. Là, c'est la source. Elle est à Saint-Blaise, dans ma commune. Là, ce sont des anges qui décorent un énorme orgue cavalier-colle qui est installé dans une salle de musique chez des clients que j'ai, qui ont fait construire cette immense salle de 30 mètres de long et 10 mètres de haut, tout en châtaignier. Et M. Hémin a parcouru l'Europe pour trouver des châtaigniers courbes, à acheter des châtaigniers courbes qui feraient la courbe de ce navire inversé. Salle de musique. Le chat qui pêche, ça c'est un plan d'Ariou en montant vers le Vin. Là, vous voyez mon tableau noir dans mon atelier, et je trace un croquis comme ça, après que j'ai proposé le projet d'ailleurs à mes commanditaires, qui sont la paroisse de Volège, dans le canton du Valais. Saint-Martin est leur saint patron, et voilà l'évocation que j'en fais avec mon style, avec mes idées. Il n'est plus le centurion romain, il n'est plus le grand évêque, non, mais il est cet homme qui coupe son manteau pour l'offrir à celui qui a froid. Résumé à sa plus simple expression. Alors là, je suis en train de découper ces énormes fonds de cuve parce qu'ils vont devenir le manteau de Saint-Martin. Vous voyez, Saint-Martin me contemple déjà un petit peu là, en train de couper au chalumeau. Et puis il prend forme, il vient s'incorporer dans ce manteau qu'il va couper avec sa hache. Voilà, Monica m'aide à orienter le sabre de Saint-Martin. Voilà la sculpture terminée, c'est mon petit-fils qui s'est abrité dans le manteau de Saint-Martin. C'est pas du cauchemar. Voilà une autre grande sculpture qui m'a été commandée par la commune de Saint-Blaise, en bas au rond-point sur la 6202.
elle évoque le château de Saint-Blaise, qui est les restes d'un château du XIIIe siècle, avec une tour carrée que j'ai demandé qu'on construise à cet endroit du rond-point. Et de là émergent des chevaliers en armure qui rappellent les temps médiévaux, qui rappellent l'histoire très ancienne de nos localités, parce qu'à cet endroit où la modernité passe, où l'évolution de notre commune va avoir lieu par des grands terrains qui ont été acquis, qui vont être bâtis, si vous voulez. J'ai voulu qu'on n'oublie pas là d'où on vient pour choisir là où on veut aller. Voilà la petite gardeuse de chèvres en place sur la route entre le Vins et Saint-Blaise. Monsieur le maire de Saint-Blaise m'a demandé de restaurer un calvaire détruit. Donc pas un oratoire, mais un calvaire. Une croix simplement qui était posée sur un socle de maçonnerie, détruit dans un tournant de la route. Voilà ce que j'ai proposé. Le Christ en croix, à ses pieds un ange qui tient le pain et l'autre qui tient le vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le titre de la sculpture. Saint-Benoît, Saint-Bernard, Saint-Bernard de Menton, c'est le patron des chanoines du grand Saint-Bernard. Et ils m'ont demandé de le représenter. Ils m'ont demandé de représenter la Vierge aussi, parce qu'ils sont très fervents de la Vierge Marie. Alors, nous poser, et vous allez voir le cœur de la crypte des chanoines du Grand Saint-Bernard, où nous allons très souvent. J'ai donc représenté Saint-Bernard, la Vierge, et puis tout le mobilier du chœur, le chandelier pascal, le lutrin sur lequel et l'ambon sur lequel est posée la Bible, et le tabernacle que vous voyez au pied du Christ ancien qui est là-bas. Et ici, c'est à Tourette-le-Vins, bien sûr, chez Madame Tordeau sont là. C'est une commande privée, voilà, qui domine le village de Tourette. C'est à 3,50 m de haut. Ça a posé quelques problèmes pour aller l'accrocher sur le coin de ce rempart extraordinaire pour la montée de ce vieux village merveilleux où je vous invite à aller visiter les musées très intéressants qui y sont présentés. Et pour terminer, eh bien, je vous montre une œuvre qui se trouve sur le parvis à Sophia Antipolis, sur le parvis de l'église, et qui s'appelle « Le peuple en marche ». Voilà ce qu'est notre église aujourd'hui, un peuple en marche. Ce sont des jeunes de l'aumônerie de Sophia Antipolis qui ont décidé ce thème, si vous voulez, cet intitulé, et moi qui l'ai créé. Mais ils sont venus m'aider à débarrasser la rouille et tout ça, et tous les week-ends, puisqu'ils sont étudiants, ils n'avaient que les week-ends de libre, ils sont venus m'aider dans mon atelier, et nous avons réalisé ensemble cette grande chose, parce qu'ils voulaient, au moment où cette église a été construite, avec le père Balza, qui était curé à ce moment-là, et qui a construit cette église, que quelque chose reste en place et manifeste leur attachement à leur paroisse et leur recherche dans les évangiles. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai été peut-être un peu long, mais j'espère que... Messieurs, dames, restez encore quelques minutes, parce que sûrement vous avez des choses à me demander, et je répondrai très volontiers, très facilement, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose vous a échappé, ou quelque chose que vous n'avez pas saisi, ou que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, donc un grand merci, j'ai que ça à dire, pour cette leçon de poésie, d'amour, de beauté que vous nous avez donnée. Et puis, je suis très heureux que vous terminiez par cette sculpture que je vois tous les dimanches, puisque c'est dans ma paroisse. Maintenant, si vous avez des questions, on va passer avec le micro. Question. Tenez, madame. Je disais à Jean-Michel que je l'ai trouvé très inspiré par sa foi.
Prenez le micro, Simone, allez-y, allez-y. Non, parce que je trouve que vous avez trouvé toujours des vierges merveilleuses. Vous avez fait une crèche. Simone dit que je suis très inspiré par la foi. C'est vrai, j'ai reçu la foi, vous savez, avec le biberon que me donnait ma mère, très simplement. Alors, j'ai pas eu de choix. C'était la voie extraordinaire, c'était la voie merveilleuse qui était proposée et à laquelle je crois fermement. Voilà. Et c'est un des moteurs de ma création artistique, c'est vrai. Et elle est sous-jacente, je pense, dans beaucoup de choses que vous m'avez vu créer. J'ai été appelé à réaliser dans des églises beaucoup de choses, à commencer par l'autel face au peuple de la cathédrale de Grasse. C'était le chanoine Repetto qui était curé à ce moment-là et qui aimait beaucoup mon travail. Il m'a dit « Jean-Pierre, il faut faire un autel ». Et dans cette église du XIIIe siècle, voilà, avec un autel baroque en marbre au fond du XIXe, comment introduire une chose contemporaine là, face? J'ai créé des lignes des grandes ailes de ces anges qui se croisent là au milieu, parce qu'au fond, si vous allez voir d'un peu plus près, cet autel baroque a des grandes volutes de marbre, comme ça, qui s'enroulent, si vous voulez. Alors, j'ai voulu que cette chose moderne qu'on allait mettre devant ait quand même un rapport, un respect avec ce qui existait déjà. Ensuite, j'ai fait un autel pour Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est Saint-Michel qui est le titulaire de cette église. Alors ça, c'était important, un thème que j'aime particulièrement. Le Père Boss, qui est là, a été le servant de cette paroisse. Il n'aimait pas beaucoup que devant cet autel remarquable et baroque, on mette ces choses-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à créer ce Saint-Michel, terrassant un dragon effrayant qui est au sol, là. Et le plateau de noyer a été fait dans du noyer qui a poussé dans cette commune. Ainsi que à Saint-Clair-sur-Galore, également au sud de Grenoble, le long de l'Isère, là où je suis allé dans une usine qui m'a fourni des quantités de faux que j'ai vu fabriquer encore à cette époque-là. Le maire, qui était le directeur de cette usine où on fabriquait des outils taillants, les fossiles, les serpents, était le maire de ce village, et il a voulu qu'on restaure son église, une église du XVIIIe siècle. Mais il l'a transformée d'une façon extraordinaire, et il m'a demandé de faire un autel face au peuple aussi, que j'ai réalisé avec des lames de faux qui ont été réalisées par les hommes du village. Alors j'ai fait une espèce de buisson ardent sous le pied de cet autel. J'ai fait le lutrin aussi, puis une vierge aussi qui est sur le tabernacle. Voilà pour les grands. Et puis vous connaissez la Gué, tous, les lutrins qui sont là, les petits chandeliers d'hôtel, tout ça, c'est moi qui en suis l'auteur aussi. À Levins aussi, j'ai fait le mobilier du chœur, le chandelier, le crucifix, les lutrins. Voilà. Si on me confie des choses comme ça de temps en temps, c'est très fort, si vous voulez. C'est quelque chose de très important à réaliser. Je le fais avec tout mon cœur et ma foi aussi. N'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à poser une question. La première a été posée, donc les autres sont plus faciles. Je vous invite, ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore la Maison du Portal, d'aller la visiter. Vous avez un programme, donc vous avez des horaires et tout ça, venez la voir. Mais si vous avez le temps, venez visiter mon atelier aussi. Vous pouvez, c'est à 5 km. Mais alors, prévenez-moi. Voilà. Vous téléphonez, il y a le numéro de téléphone. Alors, sur la plaquette qui parle de moi, vous avez tout ça au dos, site internet, téléphone et tout ce qu'il faut. Merci de votre patience et de votre... J'espère que vous avez... Encore une fois, merci. Je ne trouve pas d'autres mots. Merci. Et puis
donc, je vous invite à parcourir les tables qui sont au fond, où vous verrez les œuvres qui sont là, pour prolonger le plaisir de cette soirée. Et puis, arrêtez-vous aux tables aussi pour les DVD et les livres. Et un grand merci et à bientôt sur d'autres conférences. Voilà. Bonsoir à tous.